Il suffit de quelques mots pour enflammer un débat. Woke, wokisme, cancel culture, rester éveillé ou culture de l'annulation pour parler en bon français. Et alors, si on applique ces mouvements à la littérature, certains hurlent à la censure. Et il existe pourtant une manière apaisée, factuelle et réfléchie de mettre ce débat en pause, en quelque sorte, pour mieux en comprendre les enjeux. Et c'est ce que permet votre dernier livre, Laure Murat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ce matin sur France Culture avec nous. Je rappelle, vous êtes écrivaine, historienne, professeure de littérature à l'UCLA à Los Angeles. Toutes les époques sont dégueulasses vient de paraître aux éditions Verdier dans une collection intitulée Les Arts de lire. Vous avez déjà d'ailleurs publié un libelle au Seuil intitulé Qui annule quoi sur la cancer culture en 2022. C'est parce que ce débat a pris une ampleur très polémique, très politique presque, que vous aviez envie de prendre à nouveau la plume et d'intervenir une nouvelle fois sur cette thématique-là? Oui, parce que les guerres culturelles sont des problèmes dans l'actualité qui sont très vivaces. Et très souvent, je me rends compte qu'on n'y comprend pas grand-chose, moi la première. Et c'est bien pour ça que j'écris ces textes, pour y comprendre quelque chose, pour en comprendre quelque chose. Et souvent, je me rends compte que la raison pour laquelle on est tellement confus avec tout ça, c'est que la question est mal posée. Et bien souvent, la presse nous somme de dire est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, quel est le principe qu'il faut adopter, etc. Donc une sorte de pensée un peu Positionnement, oui. un positionnement polarisé, un peu rigide, qui empêche en fait la pensée qui, par définition, est complexe et plus nuancée. Et donc, quand je dis que ce texte permet, à mon sens, de faire une pause dans ce débat-là, c'est tout le sens de cet écrit. Absolument. Je pense que de temps en temps, il faut s'arrêter et il faut déplier les savoirs, les arguments, pour comprendre de quoi il en retourne. Alors justement, on s'arrête sur les termes notamment de ce sous-titre avant de parler du titre. Vous faites une différence, Laure Murat, entre réécrire et réécrire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence que vous faites et qui est fondamentale ? Bien sûr. L'objet du livre, c'était de réfléchir à ce qu'on appelle la réécriture des classiques, c'est-à-dire tous ces textes canoniques qu'on va nettoyer, en quelque sorte, de toutes les remarques offensantes, des mots qui fâchent, racistes, homophobes, misogynes, etc. Et là, évidemment, une fois de plus, on vous dit, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, est-ce que c'est de la censure ou pas ? Et je me suis rendu compte, mais au bout d'un certain nombre de mois, qu'en réalité, on mélangeait deux gestes. Le premier, alors j'utilise par commodité les deux orthographes du mot réécriture en français, puisque ça peut s'écrire réécrire avec deux « et » ou réécrire, réécriture. Voilà. Et j'utilise ces deux mots pour faire la distinction entre, d'une part, la réécriture, qui serait, au fond, une activité artistique, un geste artistique d'adaptation au cinéma, d'adaptation au théâtre, de traduction, de réécriture par l'auteur de son propre manuscrit, donc à visée esthétique, et de l'autre, la réécriture ou réécrire, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la correction et de l'édulcoration, quelquefois, de ces textes, comme le proposent les sensitivity readers et, au fond, ce qui est aux États-Unis relativement courant, une fois de plus, de corriger ces textes et à terme, et c'est ça le problème, bien sûr, surtout quand il s'agit des textes du passé, de falsifier l'histoire. Et on va voir effectivement pourquoi est-ce que vous pointez du doigt cela. Les sensitivity readers, ce sont ces personnes qui sont chargées de relire des textes et effectivement, comme vous l'avez dit, de retirer ce qui aujourd'hui, en 2025, pourrait nous heurter. Et vous prenez beaucoup d'exemples dans ce livre qui est court mais qui est très dense, et notamment cet exemple de Miss Marple et de Hercule Poirot, dont les récentes éditions HarperCollins ont supprimé des phrases antisémites. Vous écrivez: la récente édition entièrement révisée des aventures de Miss Marple et de certains volumes où figure Hercule Poirot a ainsi de quoi laisser perplexe. Est-ce justifié de supprimer d'un monologue intérieur de Poirot décrivant un personnage cette remarque:
un juif, bien sûr. En tant que lectrice, n'est-ce pas utile que je connaisse les préjugés antisémites du détective belge? Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ce que je crois très grave dans cette affaire, c'est quand, et j'insiste là-dessus, parce que les sensitivity readers, alors qu'on appelle en français les démineurs éditoriaux, euh, je ne suis pas contre a priori, hein, pas du tout, mais essentiellement pour la littérature contemporaine. Si un auteur veut se renseigner sur une communauté, sur une profession en particulier, et que l'auteur en question va se renseigner sur ces détails dont il a besoin, moi je suis tout à fait en faveur Et de c'est ça. d'ailleurs ce que font de nombreux auteurs et autrices quand ils s'attaquent à un sujet qu'ils ne connaissent Bien pas, et dans sûr, tous les domaines d'ailleurs. bien sûr. Quand les sensitivity readers sont imposés par l'éditeur ou imposés par une forme de morale un peu anachronique, là je trouve que c'est très dangereux parce qu'une fois de plus on aboutit à un mensonge historique. Alors pourquoi enlever cette remarque de Hercule Poirot? On est dans un espace fictionnel. Hein, il faut quand même faire la distinction. C'est Hercule Poirot qui pense ça. C'est peut-être pas nécessairement Agatha Christie. Or, il est peut-être intéressant de savoir que Hercule Poirot a des préjugés antisémites. Ça me semble pas, vous voyez, euh, mal d'absorber ça, quoi. Et vous poursuivez d'ailleurs, le racisme, le colonialisme, l'antisémitisme sont des idéologies extirpées d'un texte. Ici, un mot insultant. Là, un objectif désobligeant revient à sortir des poissons crevés d'une eau qui de toute façon est empoisonnée. Mais oui, parce que vous vous rendez compte de l'incohérence de ces corrections. Et en plus, regardez par exemple pour James Bond, je cite plusieurs exemples. Alors, sont enlevés tout ce qui est problématique avec la communauté noire, et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Pourquoi est-ce qu'on garderait des insultes aujourd'hui? C'est quand même un problème qui doit être posé. Donc, tout ce qui concerne la communauté noire a été arrangé, mais on laisse sur les Coréens des insultes absolument épouvantables. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Et vous vous rendez compte que, comme je le dis, c'est pas en enlevant un mot ici ou là qu'on va changer l'esprit du texte. Parce que c'est tout le texte qui baigne là-dedans, bien entendu. Et ce que j'arrive mal à comprendre, c'est cet acharnement face au passé, ou plutôt, je ne le comprends que trop bien, parce que si vous réfléchissez 5 minutes, surtout dans les exemples que je prends, c'est une question d'argent, bien Alors ça, c'est entendu. intéressant, Laure Murat, parce qu'on n'y pense pas de prime abord, mais vous dites qu'il ne faut pas être dupe. Effectivement, si les éditeurs réécrivent ces textes qui ont un succès, qui ont eu un succès avec des personnages que l'on connaît, qui sont dans notre mémoire culturelle, en quelque sorte, c'est pour vendre plus. C'est ça que vous dites? C'est la poule aux œufs d'or. Et les éditeurs et les ayants droit ont très bien compris que s'ils laissaient toutes ces remarques qui ne sont plus audibles à nos oreilles contemporaines, en tout cas un certain nombre de gens, eh ben, ils vendront plus. Ça sera considéré comme ringard. Bon. Donc, ils font des petites corrections cosmétiques pour pouvoir continuer à vendre et ne pas être insultés par des lecteurs contemporains qui seraient choqués, plus jeunes, qui seraient choqués. S'ajoute à ça le problème que si vous faites de James Bond en enlevant toutes ces remarques misogynes un proto-féministe, là il y a quand même beaucoup de travail, vous ne comprendrez plus rien dans 50 ans à la misogynie des années 50. Vous voulez dire que ça fait partie presque de l'archéologie, en fait, de l'histoire. On va oublier qu'à ce moment-là, on pouvait inventer une œuvre de fiction avec des personnages tels que celui-là. Mais bien sûr, et je pense très sincèrement qu'on ne peut pas priver les opprimés de l'histoire de leur oppression. Dans le petit livre même petit booklet que j'avais écrit là sur la cancel culture que vous avez cité tout à l'heure, j'étudie le renversement des statuts de colonialistes, etc., de toute personnalité problématique dans l'espace public. Ce pourquoi moi je suis pour, parce que je pense que c'est de la propagande, c'est pas de l'histoire, c'est de la propagande politique, hein, quand c'est imposé dans l'espace public. Vous pensez notamment à des statuts. Oui. Vous dites, je ne suis pas opposé au déboulonnage de statuts, en revanche, je ne veux pas qu'on les détruise. Ah non, il ne faut pas les détruire pour la même raison. Pour qu'on comprenne bien
ce qu'on a mis en avant à une certaine époque. Alors, toutes ces affaires, c'est beaucoup une histoire de temps, hein, de chronologie, etc. Moi, ce qui m'amuse je ris jaune avec ça, quand on accable le passé, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que dans 30 ans, on dira « Ah oui, mais les gens en 2020, ils me font bien rigoler parce qu'ils avaient une poutre dans l'œil et ils ne voyaient pas tel et tel problème. » Donc, concentrons-nous plutôt sur ce qui se passe aujourd'hui et la façon dont on peut écrire des textes qui soient adaptés à nos exigences, et je répète, à nos exigences légitimes par rapport à toutes ces questions. Alors, vous en doutez bien, Laure Murat, en disant tout ça, moi, je viens chercher des solutions chez vous. L'une des solutions qui paraît la plus simple et que vous abordez dans ce livre, c'est si on trouve ces œuvres racistes, misogynes, antisémites, etc., etc., il suffit d'arrêter de les lire. Est-ce que c'est pas un peu simpliste ? Certainement. Je vous l'accorde bien volontiers. Mais vous savez, les gens me demandent quelquefois « Oui, mais alors, qu'est-ce que vous faites avec Serge Gainsbourg ?» Mais Serge Gainsbourg, je le laisse là où il est, vous voyez. Il a écrit des chansons magnifiques. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Si vous avez envie d'écouter Serge Gainsbourg, vous l'écoutez. Si vous trouvez que c'est choquant, vous ne l'écoutez pas. Pardon, c'est très simple. Mais quelquefois, je crois qu'on manque un peu de bon sens dans ces affaires. Vous voyez ? Alors, si j'ai pas beaucoup de principes dans ma vie, j'en ai un. C'est que je suis contre la censure. Donc, moi, personnellement, je n'irai pas écouter un concert de Bertrand Cantat. Si d'autres veulent y aller, c'est leur affaire. Après, que les féministes, une fois de plus, légitimement manifestent et crient, à mon avis, à juste titre, contre ce genre de choses, ça s'appelle une action politique, c'est du boycott, ce n'est pas de la censure. Qu'on ne mélange pas tous les mots. Arrêtez de le lire, d'accord. Mais l'autre solution que vous proposez, c'est la contextualisation. Alors, c'est un mot qui est un peu compliqué parce que ça veut dire quoi, contextualiser une œuvre ? Ça veut dire, et c'est ce que vous expliquez dans votre texte, on ne modifie pas le texte de l'auteur ou de l'autrice qui est aujourd'hui décédé, mais on ajoute une préface, un livret, un avertissement, quelque chose qui vient accompagner la lecture de ce livre. Alors ça, c'est une solution, c'est pas moi qui la propose, c'est les éditeurs. Bon, le livre, l'objet livre est un objet plastique, hein, qui a des possibilités, il y a l'appareil critique, il y a la préface. C'est pas idéal, c'est un peu scolaire, c'est un peu pesant peut-être. Bon, mais après tout, si ça suffit à redonner le contexte d'un texte, moi, ça me convient, à condition que la préface soit une vraie recherche du contexte en question. Parce que ça ne suffit pas de dire, je prends évidemment l'exemple de Tintin au Congo. De Tintin au Congo, voilà, que tout le monde connaît. J'ai fait exprès de prendre des exemples très patrimoniaux, comme ça. Il ne suffit pas de dire Hergé était un homme de son temps, vous voyez. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. À propos de cette préface, d'ailleurs, vous dites « À l'heure actuelle, je ne vois pas de meilleure solution pour reconnaître la nécessité de déconstruire la violence de certains textes tout en évitant les écueils de la réécriture ». Vous êtes professeur de littérature. Si on adaptait tout cela, si on était d'accord avec le fait de ne plus parler, ou en tout cas de réécrire ces textes, vous ne pourriez plus enseigner grand-chose, si je puis me permettre cette remarque. Comment vous, en tant que professeur, justement, vous jouez ce rôle de contextualisation, presque de préface vivante en quelque sorte? La pédagogie est fondée là-dessus, hein. La pédagogie, c'est précisément de faire vivre les textes aujourd'hui. Hein. C'est très important, ça. Je dis toujours à mes étudiants et mes étudiantes que si je leur donne à lire Victor Hugo, c'est que Victor Hugo est actuel. En quoi Victor Hugo nous parle aujourd'hui ? C'est ça l'important. Alors, Victor Hugo nous parle moins avec son discours sur l'Afrique, ça c'est sûr, qu'avec 93, par exemple. Mais il y a toujours matière, dans les grandes œuvres, à trouver le débat qui résonne avec nos préoccupations.
Et ça, c'est la beauté aussi de faire des cours et de faire vivre cette littérature enfin, moi, je trouve immortelle. Et ça vaut pour le Moyen-Âge aussi, hein, ça ne vaut pas seulement pour Victor Hugo. Évidemment, en tant que pseudo-spécialiste de la littérature du 19e siècle, j'ai fort à faire, parce qu'il y a beaucoup d'antisémitisme, il y a beaucoup de racisme, etc. Mais c'est pas en édulcorant les textes qu'on va comprendre, parce que si vous édulcorez les textes, vous dérobez l'objet du débat. On ne sait plus où est l'ennemi, en quelque sorte, on ne sait plus où est le problème. Il faut laisser le problème dans son intégrité et parler des choses vivantes autour de ça. On va franchir l'Atlantique, si vous le voulez bien. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui qualifier ce qui se passe aux États-Unis, dans l'enseignement, dans la recherche aussi? On a beaucoup parlé de ces termes, de ces mots qui ont été interdits par l'administration de Trump. Ah, je croyais que vous alliez passer... Non, allez-y, je non, voulais juste oui. pardon, votre avis. Justement, c'est très intéressant, enfin c'est très intéressant et très pathétique. Je crois que réécrire les textes, ce serait faire comme Donald Trump, alors, qui interdit le mot femme, qui interdit le mot gay dans les demandes de bourse qu'on fait désormais à l'université. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de livres qui sont interdits aux États-Unis. Hein, que les demandes, d'ailleurs, sont exponentielles. Hein, exponentielles, qu'on les enlève, qu'il faut les retirer des librairies, des bibliothèques publiques, enfin municipales, etc. Et dans l'université, comme chacun sait, donc il y a tous ces mots qui deviennent tabous. Et ça, je crois que c'est extrêmement grave. Quand on commence à imposer une orthopédie de la langue, on ne peut plus penser. C'est toujours la même histoire. On vous dérobe l'objet du débat. Vous dites, pour terminer, que la réécriture n'est pas la censure tant qu'on peut toujours avoir accès justement à ces titres et aux œuvres précédentes. Là aussi, la nuance est subtile. Oui, parce que j'entends beaucoup qu'évidemment, tout ce qui est de woke, c'est de la censure, etc., etc. La censure, c'est quelque chose de très particulier. La censure, c'est une interdiction, le plus souvent qui vient de l'État, puisqu'il n'y a que l'État qui puisse interdire un film, par exemple. Polanski, il n'est pas interdit de projection, que je sache. Il y a des gens qui le boycottent, c'est une chose. Mais là, c'est l'État qui peut l'interdire, c'est tout. Là, si vous voulez faire une version édulcorée de Roald Dahl, en laissant, entre guillemets, l'original, ben voilà, vous avez le choix. C'est donc pas une censure. Un dernier mot, Laure Murat, sur le titre. Toutes les époques sont dégueulasses. Les passées, la présente aussi? Alors ça, c'est ce qu'il y a de mieux dans le livre, hein. C'est le titre, je peux le dire, parce qu'il n'est pas de moi, il est d'Antonin Artaud. Dans une lettre, il dit « En ce qui me concerne, toutes les époques sont dégueulasses ». Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les époques sont dégueulasses ou aucune ne l'est. Hein, et c'est à nous d'étudier ça. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Je conseille vraiment la lecture de votre texte « Toutes les époques sont dégueulasses » aux éditions Verdier. Merci, Laure Murat, merci à vous d'être venu ce matin. Un grand merci à l'équipe des Matins du Samedi, Victoria Girovelmont, Pauline Chanu pour la programmation et la préparation. C'est Jean-Christophe Francis qui réalise ce matin, et à la technique, c'était François Saint-Jour.